Très chers téléspectateurs des Géopolis, je vous salue dans le cadre de ce magazine Tête à Tête. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de la problématique du développement qui est en fait en République démocratique du Congo, qui est en fait une affaire qui nous concerne tous. Voilà pourquoi nous recevons dans cette émission M. Edouard Koko, qui est en fait un acteur de développement. C'est un docteur en économie, il est détenteur aussi d'un BS en management des projets. Merci beaucoup donc de répondre à notre invitation. Je vais commencer par des questions assez ouvertes liées à l'actualité. Nous venons de vivre le séjour du directeur général du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Quel est votre commentaire quant à cela? Merci, Monsieur Kazumba, de me recevoir sur votre plateau. Et en un mot, je crois que c'est la suite logique de la rencontre de notre président avec le grand responsable des institutions financières que vous avez nommé les Fonds monétaires internationaux, mais aussi la Banque mondiale. Donc, et c'est Madame est venue voir de visu, c'est que ce qui est en train d'être fait. Bien sûr, ces institutions vont nous accompagner dans la réalisation de cette vision, mais le premier acteur, c'est nous. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. Et aussi, respecter ce que nous allons convenir avec les partenaires. Et souvent, les gens mettent de côté, ils ne maîtrisent, enfin, ils ne maîtrisent pas le programme qu'ils ont signé avec le bailleur. Alors que vous-même, vous avez apposé votre signature pour faire ceci et cela. Et il y a eu de pouvoir aussi les réaliser. On nous jugera par le résultat que nous produirons. Ici, moi, je suis confiant quand je vois l'équipe gouvernementale, d'abord la vision du président lui-même. Nous avons un Premier ministre qui est calme, mais je crois que c'est un monsieur qui a, en tout cas, qui me donne l'air de maîtriser ces dossiers. Et vous avez deux ministres qui sont directement engagés sur ce terrain, le ministre des Finances et celui du Budget. Et j'ai l'impression que nos deux compatriotes, en tout cas pour moi, me donnent l'impression qu'ils ont la maîtrise de leur dossier. Et ils font montre aussi dans leur discours que ce n'est pas un discours démagogique, c'est un discours où ils veulent atteindre des résultats. Et ça, quand on s'assigne des résultats par soi-même, il y a lieu d'avoir une équipe qui peut les accompagner pour atteindre ces résultats. Moi, je suis confiance là. Et que, d'abord, chez nous, c'est un problème de comportement. Ce n'est pas un problème de discours. Les discours, on en a connu. Est-ce que par là, vous voulez expliquer que, parce que ce n'est pas une nouveauté, la Banque mondiale au Congo, le FMI au Congo, mais ça n'a pas toujours marché. Est-ce que par là, vous voulez peut-être justifier ce qui n'a pas marché, en parlant de comportement, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous allons les juger. Nous allons les juger par leurs actions. Parce que avec toutes ces institutions, il y a toujours un programme, il y a un document de base sur lequel vous vous engagez pour atteindre le résultat. C'est ce qu'on appelle la gestion axée sur le résultat. Donc le verbiage, là, les blablabla, moi je suis... Non, c'est ça. Donc si vous avez des comportements je dirais, du banditisme managérial, et vous aurez le résultat que vous donnez. Mais moi, je suis convaincu, il y a du sérieux dans le chef de
deux ministères, les deux ministres que j'ai cités. Mais il doit avoir des équipes. Mais c'est un processus que nous engageons. Et on verra au fur et à mesure, comme il y aura de contrôle périodique, je ne sais pas si c'est trimestriel, si c'est mensuel, mais la périodicité de contrôle montreront si nous sommes sur la bonne voie. Merci. Alors, je vais évoluer avec vous. Là, c'était pratiquement l'actualité qu'on embrassait pour vous mettre aussi à l'aise. Vous êtes un économiste. Mais je voudrais aborder avec vous la problématique du développement en République démocratique du Congo. Nous avons toujours suivi beaucoup de discours. Ce terme-là revient toujours. Mais il y en a qui se posent la question de savoir finalement le développement, c'est quoi? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est développé ou qu'on ne l'est pas dans un pays? Là, c'est une question générique, donc les critères sont connus. Par exemple, quand on parle d'objectifs des millénaires, c'est le 17, les objectifs sont connus. Mais il y a je dirais, des secteurs clés qui peuvent enclencher les développements. Parce que moi, je vois tout ce que nous avons fait par le passé. Nous avons des bons programmes, je dirais presque dans tous les secteurs. On dira, bon, c'est les infrastructures larges, les routes, les infrastructures industrielles. Mais nous avons eu de projets que nous avons implémentés, nous avons mis en œuvre. Mais pourquoi cela n'a pas donné de résultat? Les financements étaient insuffisants ou les hommes n'étaient pas capables. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple, nous sommes bloqués parce que dans le secteur de l'électricité, il faut l'électricité pour, maintenant on dit moteur de développement, l'électricité. Moi, j'étais dans une structure qui a réalisé beaucoup d'études, a prêté beaucoup d'études aujourd'hui sur l'électrification de notre pays. Il y a des études qui ont été réalisées sur le 26 chefs-lieux de province de la République démocratique. On a identifié des sites où on peut implanter soit des centrales hydro, soit des parcs en solaire, des centrales solaires. Mais ça, c'est un des volets. Mais si on faisait un programme global pour rejoindre, parce que pour l'électricité qu'on va faire, le ministère de l'Industrie y est dedans, parce que tous les équipements qu'on va importer, parce qu'on les fabrique pas ici. Donc on peut, à la fois, on fait l'électrification, à la fois on fait aussi l'industrialisation pour développer ce secteur en interne. On peut avoir des joint ventures en PP, avec certains partenaires extérieurs pour produire tel élément. À cela, on peut joindre le ministère de la Recherche scientifique, l'ESU, par exemple, notre institut ici, ISTA, pour que dans la recherche-développement, les petits gens performent. Donc, c'est cet aspect, on peut vraiment le mettre dans un aspect systémique où on engloberait tous les ministères qui peuvent porter tous ces programmes. On le fait sur le plan national, on ne le fera pas sur Kinshasa ou sur certains sites bien particuliers, mais déclencher, créer une filière, déclencher un processus de développement qui auront des retombées sur nous, sur notre balance commerciale également. Donc, moi, je crois, à mon avis, il ne faut pas raisonner en secteur, mais voir à un ensemble, de manière systémique, comment on peut faire jouer les intelligences, les synergies
pour pouvoir avoir un vaste programme qui va booster. Alors, Monsieur Edouard, il y a une question qui me vient à l'esprit pendant que vous étiez en train de développer vos idées. Est-ce qu'il existe une politique nationale d'électrification du pays? Alors là, c'est pas encore. Il n'y a pas d'être. Il n'y a pas une politique nationale. Mais on a des structures qui existent aujourd'hui par décret présidentiel. Nous avons l'agence de régulation qui a été créée. Et il y a aussi l'agence nationale des services énergétiques ANSER. Et il y a aussi une structure ISEM qui est là, qui dépend du ministère de l'Énergie, qui fait des études et qui implémente certains projets. Il y a beaucoup de choses. Donc, je dirais, c'est déjà lancé, mais il faudra vraiment rechercher les synergies pour que vraiment c'est là. Bon, ça, les textes doivent être là. Il faut faire des tests de politique bien définis. Et comme on voit maintenant le plan stratégique de la couverture santé universelle, c'est ce genre de documents que nous avons pour impulser le développement. Le développement, c'est vraiment un terme vaste. Oui. Est-ce que vous qui êtes pratiquement acteur de développement, est-ce qu'on peut aboutir un jour à la libéralisation du secteur de l'électrification, par exemple, parce qu'on a vu ça avec les Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. La loi numéro 014, je crois, de juillet, si ma mémoire est bonne, le 14 juillet, c'est déjà fait. On a libéré. Déjà, oui. Mais qu'est-ce qui bloque? Le secteur privé. Alors, je crois, à mon avis, c'est les cadres institutionnels et juridiques qui bloqueraient un peu. Mais il y a déjà un cadre, parce que dans le décret, vous voyez, il y a des éléments. Mais je crois, à mon avis, il y a des travaux sur lesquels ils sont en train d'affiner ces cadres institutionnels et juridiques. Je crois, à mon avis, dans peu de temps, on aura un cadre qui sera proposé à la sanction de la hiérarchie. Je vous ai présenté comme étant un acteur de développement, M. Edouard Coco. Vous êtes un homme de terrain. C'est la définition que vous vous êtes donnée. Oui. En étant sur le terrain, pour vous, quels sont les canaux qu'on peut privilégier pour résoudre le problème de l'électrification? Parce que jusque-là, nous avons l'impression que, bon, on réfléchit en termes de barrages et tout, mais vous qui êtes expert, qu'est-ce qui serait plus proche et plus facile pour la population? Bon, le thème générique que moi je rencontrais quand je travaillais chez ISEM, c'est voilà, aujourd'hui les énergies renouvelables. Donc nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons la biomasse, nous avons le vent, et c'est un peu ça. Et tout cela concourt à réduire tous les effets. Donc sur le plan de changement climatique, c'est cette politique qui est en train d'être mise en œuvre. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas. Nous, on travaille un peu, disons, je dirais, à vase clos. C'est une structure, c'est le ministère de l'Environnement seul qui pilote ça, mais alors que beaucoup de ministères, l'énergie, le ministère de l'hydraulique et tout les consorts, même les transports et voies de communication doivent travailler ensemble. Donc, parce qu'ils sont aussi des acteurs qui produisent des nuisances. Donc, moi, je préconise toujours, je préconise qu'il y ait de structures ad hoc, bon, peut-être des task force, mais des structures ad hoc où on trouve toutes les intelligences à la matière pour pouvoir. Mais ce qui est souvent, comme cela vient dit, il faut qu'il y ait des textes réglementaires pour que les gens savent, voilà notre devoir, nos obligations, notre responsabilité et ce que nous voulons. Mais la vision a été déjà décidée. La COP
je crois, la dernière réunion où le président de la République était en Écosse. Bon, tout a été. Et le Congo est un pilier important dans pays solution. Pays solution, comme vous le dites. Et avec toutes ces actions, nous pouvons nous autofinancer parce que nous avons beaucoup de niches d'activités qui peuvent nous produire beaucoup d'argent. Et il nous reste à nous de pouvoir les bien canaliser. Bien sûr, vous parlerez des coulages, des recettes, de toutes ces choses-là. Mais ça, il faut les placer dans l'environnement macro. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de travailler pour qu'on puisse vraiment réduire tous les effets néfastes qui handicapent, je dirais, peut-être le décollage de notre pays. Mais il faut avoir des textes. Parce que pour tout développement, vraiment développement responsable, il faut qu'il y ait une administration. Une administration forte. Pas des hommes forts, mais une administration forte. Où on voit d'abord des gens qui le ménage, qui connaissent leur boulot, mais aussi des probabilités morales et intellectuelles. Et ça, c'est sur ce terrain, en tout cas, c'est ce terrain-là où nous devons beaucoup vous préconisez là donc le renforcement du changement de mentalité. Moi, je crois, mon avis, c'est l'humain qui doit se regarder. Il doit avoir un miroir, se regarder. Enfin, pourquoi moi je suis ici-bas, pourquoi je suis au Congo, pourquoi on m'a mis sur ce poste-là. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne savent pas pourquoi on l'a mis. Alors que lui, le porteur du développement, c'est lui qui va influencer. Mais quand on nomme par exemple directeur, coordonnateur d'un projet, les gens ne savent pas la responsabilité qu'ils ont. Et souvent, vous verrez qu'il est là, il a été parachuté, il ne connaît même pas les accords de crédit ou des prêts, les dossiers. Donc, il rejette. Et vous allez attendre quoi, le résultat? Là, quand vous lui ferez une critique, lui, il prendra du toucher à son amour propre, alors que tu as fait une critique positive pour que les choses changent. Moi, je suis passé dans une école à la Sofidé, la Société financière à l'époque, dirigée par... moi, je suis entré à la Sofidé en 1985, monsieur Clément Membou, Kazadi Membou. Mais c'était une école. Donc, on nous apprenait à la fois travailler, mais aussi l'éthique. Et tu devais connaître ton dossier. Et ton dossier, avant de passer au conseil, le crédit, ou bien au comité de supervision, vous le travaillez avec vos collègues dans votre propre département. Et vos collègues avec qui, le samedi, ou bien après le travail, vous allez prendre un pot, et le samedi, on joue au ballon parce qu'on avait cet esprit-là. Mais des critiques positives qui ne touchaient pas au fond intérieur. Nous travaillons sur le dossier et il y a, je peux citer des noms de gens, des directeurs qui nous ont encadrés, Kianga, Fedigata, ils sont nombreux, le vieux Kandolo et tout. Mais vous ne savez pas écrire le français, vous. Mais il ne vous insulte pas, mais il apprécie, il veut que le travail soit. Et nous, c'est ça, les gens. Enfin, bon, il vient là pour que je donne présence. Et quand tu as une idée contraire à lui, à celle. Mais sur ce point. Mais nous avons, en tout cas sur le plan intellectuel, nous avons des gens qualifiés. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qualifiés. Parce qu'on a fait un procès à l'époque de l'administration congolaise, que bon, il faut renforcer les capacités, tout ça, c'est un discours qui était mauvais. Parce qu'il y a des gens au niveau de l'administration, le ministère du Plan, la Banque centrale à l'époque, en tout cas les gens. Et ce que j'ai remarqué aujourd'hui, on n'a plus
d'entreprises, je peux dire des entreprises pépinières. Parce qu'à l'époque, quand on créait une nouvelle structure de financement, une structure technique, les gens venaient, on prenait des gens, des élites de la Banque centrale. Et ils implémentaient, comme la Sofidé, je me rappelle à M. Membou, pardon, Kazali Membou. Bon, avant lui, il y avait des Kiakwama et consorts. Donc, mais aussi, dès la Sofidé, on prenait des élites de la Sofidé qui avaient créé certaines structures, comme le FPI, mais l'ancienne formule, c'était le fonds de promotion, convention de fonds de promotion, je ne me rappelle plus. Mais aussi, dans la maison, il y avait une politique de formation. On avait des contacts avec l'ancienne caisse centrale de développement des Français qui est devenue maintenant AFD, l'Agence française de développement. Certains de nos collègues partaient à l'Institut de développement de la Banque mondiale. Donc la formation, elle est aussi importante. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui partent en formation à l'extérieur ou bien en interne. Donc la formation pour renforcer le critère de la méritocratie. La méritocratie. Bon, là c'est la méritocratie. Bon, là c'est sur le plan de la cotation. Nous, là je parle de ma petite expérience au BCECO. Nous avions, par exemple, chez nous on avait au BCECO, on avait ce qu'on appelle les timesheets. Chaque jour, tu t'évalues. Le matin, quand tu arrives, c'était un système informatisé. Plaf. Avec ta carte, déjà on sait, tu entrais et tu sais que tu dois faire tout ce que tu dois faire, tu le déclines sur cette ligne. Et à la fin de la journée, tu l'envoies. Et tu sais suivre ce que toi tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Et la direction générale et les ressources humaines suivaient également. Parce que chez nous, ce qui manque souvent, c'est le contrôle. On fait des choses, on ne contrôle pas. Alors, on s'est donné un timing. Alors, non, on fait comme ça. Après, on se rend compte qu'on n'a pas fait ceci et cela. Donc, il y a des délais qu'on n'a pas. C'est très important. D'abord, c'est une discipline personnelle. Donc, vous l'inculquez déjà à votre collaborateur, dont lui sait, je vais produire ceci, cela. Mais c'est des choses qu'on apprend à l'école, mais il faut vraiment se l'approprier. Est-ce que ce ne sont pas des mécanismes qui ont été émoussés aussi avec la politique? Puisqu'aujourd'hui, les vraies pépinières, ce sont les partis politiques qu'on recrute à temps et à contre-temps. Bon, mais moi, comme on a dit, certains, à l'époque, bon, on a milité un peu dans certains partis politiques, mais dans certains partis politiques, ils avaient des séances, des échanges, je dirais, avec des membres. Chacun dans son secteur. On avait les spécialistes, un problème de défense, un problème économique, problème agricole, tout. Moi, quand je vois dans la composition du gouvernement, moi, je souhaiterais vraiment que, même si c'est politique, mais qu'on place quelqu'un de tel parti politique dans son secteur. Il a la maîtrise de la matière. Et là, il travaillera. Mais si, tu sais, mais on peut aussi ne pas en passer, parce que la politique, si tu fais le pas pour la politique s'occupera de toi. Bon, mais est-il qu'il y a moyen d'avoir des gens compétents? Pas des gens qui viennent derrière, qui ont des idées derrière la tête. Moi, le sifflet va bientôt sonner, l'éclaireur va sonner, il faut que moi j'ai une maison, je n'ai pas de maison. Et ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre des gens à l'aise, même pour des jeunes qu'on recrute dans le travail. Moi, j'ai toujours réfléchi
en disant que quand vous recrutez quelqu'un, nous par exemple, je donne à mon fils souvent l'exemple de la Sofidé. Vous avez, pour les cadres, 6 mois de période d'essai probatoire. Si votre période d'essai est concluante, on vous achète une voiture. Alors, beaucoup d'entreprises aussi peuvent le faire. Si vous recrutez des gens, et vous devez réfléchir à les mettre à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens travaillent, les jeunes, là, avec les salaires qu'ils ont là, ils doivent payer la maison, ils doivent payer le transport. Si on pourrait envisager dans chaque structure, et l'idée a été mise d'une banque d'habitat, mais nous avons des terrains, on peut construire des maisons. S'entendre avec des entreprises pour donner les crédits à leurs agents, 6 mois de période probatoire, on vous donne un véhicule, on vous donne un crédit maison. Vous voyez, avec le salaire que vous avez, le coût de la vie, en attendant que les choses s'améliorent, le monsieur ne sentira pas, il n'aura pas le souci de dire, bon, je vais payer un loyer. Bien sûr, il aura le souci du remboursement de son crédit logement, la voiture, mais ça c'est déjà amorti, je peux dire amorti au niveau de l'entreprise, parce que l'entreprise a payé déjà la maison et lui, il peut être vraiment se concentrer pour donner le meilleur de lui-même dans son travail. Bon, on a en bêta-cop, excusez-moi de dire à l'ingala, il est en train, comme on voit l'administration, des gens dehors le bureau, aller chercher les gens, accueillir les gens. On peut, disons, limiter toutes ces choses, mais c'est un processus. C'est un processus qu'on a fait. Et aussi, comme je l'ai dit, il faut avoir une administration forte. Par ricochet, c'est la justice et les lois pour décourager tous ces gens-là. Merci beaucoup pour cette analyse assez édifiante. Nous allons passer, nous restons sur le même créneau toujours du développement. Je retiens que vous avez dit que le développement, c'est un vaste domaine où les éléments se tiennent. Nous avons parlé de l'électrification. Je voudrais aborder aussi les routes, parce que même, je crois, si j'ai bonne mémoire, Stanley Livingstone a dit que sans chemin de fer, sans route, le Congo ne vaut même pas un penny, malheureusement. Aujourd'hui, la problématique de route pose problème. Vous avez quelle opinion à ce propos, M. Don? Bon, les investissements dans ce secteur-là sont lourds, mais obligatoires, si vous voulez atteindre les développements. Moi, j'ai aussi la grâce de passer à la cellule d'infrastructure dans le cadre du projet ProRoute. On a fait une petite expérience, on l'a vu, sur le projet ProRoute. Le premier 50 km, on devait aller inaugurer avec parce qu'il y avait un financement conjoint Banque mondiale, mais le financement principal, c'était la coopération britannique. Nous avons vu de Kisangani au point, bon, les gens qui connaissent un peu Kisangani, vers le barrage, hein. On a fait 50 km qu'on avait déjà retapé, mais la vie a repris en un rien de temps. Bon, l'approche que nos ingénieurs avaient préconisée, c'était l'approche tout simplement avec la terre. Bon, mais en tout cas, il y a nous avons de ces éléments, de ces matières-là que nous pouvons utiliser pour, en attendant qu'on puisse bitumer, vraiment avoir de voies ou des pistes circulaires. Ça, on peut le faire. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? On a des cartes. À l'époque, je me souviens, c'était le ministre Lumbi, qui était le ministre des ETPR, qui a donné. On a vu. Nous avons tout. Les études, on les a. Les tracés, on les a. Mais
c'est beaucoup d'argent, mais là aussi, il y a à boire et à manger parce que il n'y a pas de mercurial pour nous dire que combien coûte, à combien revient 1 kilomètre. On a vécu ici les travaux de la gare jusqu'à Kitamo Magasin, je crois. Bon, il y avait des chiffres. On avait $1 million pour 1 kilomètre. Pour le boulevard, on a fait le boulevard on a élargi. Il y avait sur de 2 voies, on est passé à 4 voies. Bon. Ça coûtait. Est-ce que c'est le coût réel? C'est ça aussi. C'est le coût réel. Moi, je crois, à mon avis, nous avons des ingénieurs, ils sont des gens beaucoup qualifiés, j'en connais. Mais ils peuvent produire une mercuriale pour ça. On dit, bon, voilà, comme dans les écoles, par exemple, les gens connaissent un peu les chiffres. 100 à 150 000 $, vous avez des écoles. Ça, les chiffres sont là. Alors pourquoi nous, on construit des écoles au-delà des 500, de 300 Donc il y a des choses, nous, des surfacturations qui ne se justifient pas. Et là, c'est criminel. Excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est criminel. Mais si nous avons, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime, c'est mon pays ici. Nous avons, voilà comment ces derniers temps, tout le financier international, privé, institutionnel, viennent. La SCFI va financer ces vastes programmes avec le secteur privé, le secteur de l'électricité, en accompagnant tous ces PME avec aussi des garanties. Donc la Banque mondiale, c'est un véhicule qui est financier qui propose sur. Ça, c'est des choses que nous devons vraiment exploiter. Mais aussi, nous devons mettre du sérieux. Et surtout, le contrôle. On ne va pas toujours attendre le contrôle de monsieur de l'IGF, mais il y a en soi-même, l'autocontrôle de l'entreprise ou de la structure qui est chargée d'implémenter tel. Et aussi, et même aussi, le propriétaire privé. Ah oui. Vous voyez, cette dynamique, en tout cas, est à exploiter. Et il faut que, au niveau, je ne sais pas, au niveau du Premier ministre, il faut qu'il y ait une coordination pour centraliser tout cela, planifier au niveau du plan. Je crois que le ministre Mondo Silva, je crois, à mon avis, il a toutes les structures, toutes les directions qui peuvent vraiment mener. Mais il faut mettre du sérieux, du cœur et l'amour du pays. Monsieur Edouard, on va embrasser le dernier virage de notre émission. Nous avons parlé aussi, j'ai annoncé l'agriculture parce qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que vous avez un commentaire, une analyse à ce propos en tant qu'acteur de développement? Bon, moi, c'est les contrastes que j'ai. Hein. Moi, je voyageais, j'ai eu l'occasion de voyager dans le Bas-Congo, un peu presque partout. Je vois des étendues de terre qui ne sont pas exploitées. Bon, c'est vrai, il y a un problème foncier peut-être qui existerait, hein, mais pour le bien de la nation, l'État peut s'entendre avec ses propriétaires pour les céder. Je crois, à mon avis, nos ingénieurs, nos agronomes, nous avons beaucoup d'agronomes, beaucoup qualifiés aussi. Alors, le problème, moi je ne suis pas bien qualifié pour entrer dans la technique, mais je crois, à mon avis, on peut développer notre agriculture. Par exemple, le projet agro-pastoral de Bukangalonso. Bon, c'est vrai, la discussion reviendra. Est-ce qu'il faut faire quelle taille pour pouvoir avoir une unité de production qui serait rentable, tant du point de vue financier que social? Toutes ces questions.
Mais nous avons toutes les matières premières. Nous avons toutes les matières premières ici. Même au niveau des semences ou des engrais. Non, nous avons tout et tout. Alors moi, je ne comprends pas quand je vois que nous avons des problèmes dans l'agriculture. On n'arrive pas à nourrir la population de Kinshasa. On sait qu'il est vrai aussi. La démographie à Kinshasa, les gens quittent les provinces, viennent ici. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Comment retenir les gens dans leur lieu de provenance? Bon, c'est vrai, nous avons des guerres par-ci par-là, des rébellions de par-ci par-là, l'insécurité, mais il y a certaines provinces où il y a la paix. Comment on ne peut pas promouvoir? Bon, c'est des questions. C'est une question d'argent, une question de volonté. Moi, comme mon avis, d'abord, c'est une question de volonté. Et l'argent, on trouvera toujours. L'argent, on trouvera toujours. Monsieur Edouard Koko, nous allons terminer par une question assez simple. Quel est votre plus beau rêve de développement pour ce pays? Ouf! Scolariser tous les enfants. Scolariser tous les enfants, filles et garçons. Ça, c'est vraiment le jour où il faut. Bon, on n'a pas ébauché, on n'a pas touché le problème de l'éducation, de la santé, mais c'est l'éducation. L'éducation. Il faut donner la chance à chaque enfant. La gratuité, bon, elle est là. Nous allons continuer. Moi, je suis convaincu qu'elle sera assurée à 100%. Il faut commencer, il faut le faire, il faut faire des évaluations. Quand vous faites l'évaluation, c'est l'autocritique pour voir donc comment nous pouvons améliorer. Parce que les gens ont peur de l'évaluation. Moi je suis de la culture de l'évaluation parce que chaque jour je m'évalue et c'est cette culture qu'on nous a donnée de la Sofidé, d'Ibeseco. En tout cas, moi je n'ai pas peur si les personnes me disent non, je vais t'évaluer. Je suis là. Je m'évalue de ce que j'ai fait. Mais moi-même, je m'auto-évalue pour voir comment il faut être utile à la société. Personne, il n'y a pas de zoba dans notre pays, mais il n'y a que des gens qu'on a un peu manipulés, qui sont avec des ordres. Donner à quelqu'un la possibilité. Merci beaucoup, Monsieur Edouard Koko, pour cet entretien à bâton rompu qui me laisse d'ailleurs sur ma soif. Parce que j'ai l'impression que les minutes qui nous sont imparties ne sont pas suffisantes, mais à chaque chose son temps. Bien sûr. Merci beaucoup pour cet entretien. Et de toute façon, c'est une partie remise. Vous êtes un acteur de développement. Géopolis aura toujours besoin de vos avis et de vos opinions. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Alors, si je peux placer un dernier mot, moi, j'ai échangé avec vous à bâton rompu. Et moi aussi, s'il y a des critiques, que nous puissions améliorer ce que je fais, la réflexion que j'ai faite, moi je suis ouvert. Merci beaucoup, Monsieur Edouard. Je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien à bâton rompu qui a connu la participation de Monsieur Edouard Koko, qui est un acteur de développement. Avec lui, nous avons échangé autour des grands piliers du développement de notre pays, à savoir l'électrification, la problématique de route. Il a écorché un peu l'éducation et pourquoi pas l'agriculture. J'espère que vous avez tiré votre épingle du jeu. Le prochain rendez-vous, c'est toujours sur Géopolis. Moi, je vous dis au revoir.